L'Europe a à plusieurs reprises rejeté la paix avec la Russie, à des moments où un règlement négocié était possible, et ces refus se sont révélés profondément contre-productifs. Du XIXe siècle à aujourd'hui, les préoccupations de sécurité de la Russie n'ont pas été considérées comme des intérêts légitimes à négocier dans le cadre d'un ordre européen plus large, mais comme des transgressions morales à combattre, contenir ou ignorer. Ce schéma s'est maintenu à travers des régimes russes radicalement différents, tsaristes, soviétiques et post-soviétiques, ce qui suggère que le problème ne réside pas principalement dans l'idéologie russe, mais dans le refus persistant de l'Europe de reconnaître la Russie comme un acteur de sécurité légitime et égal. Mon argument n'est pas que la Russie ait été entièrement bienveillante ou digne de confiance. C'est plutôt que l'Europe a constamment appliqué des doubles standards dans son interprétation de la sécurité. L'Europe considère son propre recours à la force, la construction d'alliances et son influence impériale ou post-impériale comme normales et légitimes, tout en interprétant des comportements russes comparables, surtout près des frontières de la Russie, comme intrinsèquement déstabilisants et illégitimes. Cette asymétrie a réduit l'espace diplomatique, délégitimé le compromis et rendu la guerre plus probable. De même, ce cycle autodestructeur demeure la caractéristique dominante des relations entre l'Europe et la Russie au XXIe siècle. Un échec récurrent tout au long de cette histoire a été l'incapacité, ou le refus, de l'Europe de distinguer entre l'agression russe et le comportement russe visant à assurer sa sécurité. À plusieurs périodes, des actions interprétées en Europe comme la preuve d'un expansionnisme russe inhérent étaient, du point de vue de Moscou, des tentatives de réduire sa vulnérabilité dans un environnement perçu comme de plus en plus hostile. Pendant ce temps, l'Europe a constamment interprété sa propre construction d'alliances, ses déploiements militaires et l'expansion de ses institutions comme des démarches bénignes et défensives, même lorsque ces mesures réduisaient directement la profondeur stratégique de la Russie. Cette asymétrie est au cœur du dilemme de sécurité qui a à plusieurs reprises dégénéré en conflit. La défense de l'un est considérée comme légitime, tandis que la peur de l'autre est rejetée comme de la paranoïa ou de la mauvaise foi. La russophobie occidentale ne doit pas être comprise principalement comme une hostilité émotionnelle envers les Russes ou la culture russe. Elle fonctionne plutôt comme un préjugé structurel, ancré dans la pensée sécuritaire européenne. L'idée que la Russie constitue une exception aux règles diplomatiques normales. Alors que les autres grandes puissances sont présumées avoir des intérêts sécuritaires légitimes, qu'il faut équilibrer et prendre en compte, les intérêts de la Russie sont présumés illégitimes, sauf preuve du contraire. Cette présomption survit au changement de régime, d'idéologie et de direction. Elle transforme les désaccords politiques en absolus moraux et rend le compromis suspect. En conséquence, la russophobie agit moins comme un sentiment que comme une distorsion systémique, une distorsion qui mine à plusieurs reprises la sécurité même de l'Europe. Je retrace ce schéma à travers 4 grands arcs historiques. D'abord, j'examine le XIXe siècle, en commençant par le rôle central de la Russie dans le concert européen après 1815 et sa transformation ultérieure en menace désignée de l'Europe. La guerre de Crimée apparaît comme le traumatisme fondateur de la russophobie moderne. Une guerre de choix menée par la Grande-Bretagne et la France, malgré la possibilité d'un compromis diplomatique. Motivée par l'hostilité moralisatrice et l'anxiété impériale de l'Occident, plutôt que par une nécessité inévitable. Le mémorandum de Pogodine de 1853 sur le double standard occidental, accompagné de la célèbre note marginale du tsar Nikolaï, voilà tout le problème, ne constitue pas seulement une anecdote, mais une clé d'analyse des doubles standards européens et des peurs et ressentiments compréhensibles de la Russie. Deuxièmement, je me tourne vers les périodes révolutionnaires et d'entre-deux-guerres, lorsque l'Europe et les États-Unis sont passés de la rivalité avec la Russie à une intervention directe dans les affaires intérieures russes. J'examine en détail les interventions militaires occidentales pendant la guerre civile russe, le refus d'intégrer l'Union soviétique,
dans un système de sécurité collective durable dans les années 1920 et 1930. Ainsi que l'échec catastrophique à s'allier contre le fascisme, en m'appuyant notamment sur les travaux d'archives de Michael Jabara Carley. Le résultat ne fut pas la limitation de la puissance soviétique, mais l'effondrement de la sécurité européenne et la dévastation du continent lui-même pendant la Seconde Guerre mondiale. Troisièmement, le début de la guerre froide a représenté ce qui aurait dû être un moment de correction décisif. Pourtant, l'Europe a de nouveau rejeté la paix alors qu'elle aurait pu être assurée. Bien que la conférence de Potsdam ait abouti à un accord sur la démilitarisation de l'Allemagne, l'Occident s'est ensuite rétracté. 7 ans plus tard, l'Occident a de la même manière rejeté la note de Staline, qui proposait la réunification allemande sur la base de la neutralité. Le refus de la réunification par le chancelier Adenauer, malgré des preuves claires de la sincérité de l'offre de Staline, a scellé la division de l'Allemagne d'après-guerre, renforcé la confrontation des blocs et enfermé l'Europe dans des décennies de militarisation. Enfin, j'analyse l'ère post-guerre froide, lorsque l'Europe s'est vue offrir sa plus claire opportunité d'échapper à ce cycle destructeur. La vision de Gorbatchev d'une maison européenne commune et la Charte de Paris ont formulé un ordre de sécurité fondé sur l'inclusion et l'indivisibilité. Au lieu de cela, l'Europe a choisi l'élargissement de l'OTAN, l'asymétrie institutionnelle et une architecture de sécurité construite autour de la Russie plutôt qu'avec elle. Ce choix n'était pas accidentel. Il reflétait une grande stratégie anglo-américaine, formulée de manière la plus explicite par Zbigniew Brzezinski, qui considérait l'Eurasie comme l'arène centrale de la compétition mondiale et la Russie comme une puissance à empêcher de consolider sa sécurité ou son influence. Les conséquences de ce long schéma de mépris à l'égard des préoccupations de sécurité de la Russie sont désormais visibles avec une clarté brutale. La guerre en Ukraine, l'effondrement du contrôle des armements nucléaires, les chocs énergétiques et industriels de l'Europe, la nouvelle course aux armements, la fragmentation politique de l'Union européenne et la perte d'autonomie stratégique du continent ne sont pas des aberrations. Ce sont les coûts cumulés de 2 siècles de refus de l'Europe de prendre au sérieux les préoccupations de sécurité de la Russie. Ma conclusion est que la paix avec la Russie ne nécessite pas une confiance naïve. Elle exige la reconnaissance que la sécurité européenne durable ne peut pas être construite en niant la légitimité des intérêts de sécurité russes. Tant que l'Europe n'abandonnera pas ce réflexe, elle restera prisonnière d'un cycle où elle rejette la paix lorsqu'elle est possible, et paie des prix toujours plus élevés pour ce refus. Les origines de la russophobie structurelle. L'échec récurrent de l'Europe à construire la paix avec la Russie n'est pas principalement le produit de Poutine, du communisme ou même de l'idéologie du XXe siècle. Il est bien plus ancien, et il est structurel. À maintes reprises, les préoccupations de sécurité de la Russie ont été traitées par l'Europe non comme des intérêts légitimes pouvant faire l'objet de négociations, mais comme des transgressions morales. En ce sens, l'histoire commence avec la transformation au XIXe siècle de la Russie, passée du statut de co-garant de l'équilibre européen à celui de menace désignée du continent. Après la défaite de Napoléon en 1815, la Russie n'était pas périphérique à l'Europe. Elle en était le centre. La Russie avait supporté une part décisive du fardeau dans la défaite de Napoléon, et le tsar fut l'un des principaux architectes du règlement d'après-guerre. Le concert européen reposait sur une proposition implicite. La paix exige que les grandes puissances se reconnaissent mutuellement comme des acteurs légitimes et qu'elles gèrent les crises par la consultation plutôt que par une démonologie moralisatrice. Pourtant, en l'espace d'une génération, une contre-proposition prit de la force dans la culture politique britannique et française. La Russie n'était pas une grande puissance normale, mais un danger civilisationnel, dont les revendications, même locales et défensives, devaient être considérées comme intrinsèquement expansionnistes et donc inacceptables. Ce changement est saisi avec une clarté extraordinaire
dans un document mis en avant par Orlando Figes dans The Crimean War, A History, 2010, comme ayant été rédigé à un moment charnière entre la diplomatie et la guerre. Le mémorandum de Mikhail Pogodine adressé au tsar Nicolas I en 1853. Pogodine y énumère des épisodes de coercition occidentale et de violence impériale, conquête lointaine et guerre de choix, et les oppose à l'indignation de l'Europe face aux actions russes dans les régions voisines. La France prend l'Algérie à la Turquie, et presque chaque année, l'Angleterre annexe une autre principauté indienne. Rien de tout cela ne trouble l'équilibre des puissances. Mais lorsque la Russie occupe la Moldavie et la Valachie, même temporairement, cela trouble l'équilibre des puissances. La France occupe Rome et y reste plusieurs années en temps de paix. Ce n'est rien. Mais la Russie ne fait que songer à occuper Constantinople, et la paix de l'Europe est menacée. Les Anglais déclarent la guerre aux Chinois, qui, semble-t-il, les ont offensés. Personne n'a le droit d'intervenir. Mais la Russie est obligée de demander la permission de l'Europe si elle se querelle avec son voisin. L'Angleterre menace la Grèce pour soutenir les fausses prétentions d'un misérable juif et brûle sa flotte. C'est une action légitime. Mais la Russie réclame un traité pour protéger des millions de chrétiens. Au détriment de l'équilibre des puissances. Pogodine conclut: nous ne pouvons rien attendre de l'Occident, sinon une haine et une malveillance aveugles, ce à quoi Nicolas écrivit fameusement en marge, c'est tout le sens de l'affaire. L'échange entre Pogodine et Nicolas est important, car il définit la pathologie récurrente qui réapparaît dans chaque épisode majeur ultérieur. L'Europe a constamment affirmé la légitimité universelle de ses propres revendications en matière de sécurité, tout en considérant celle de la Russie comme fallacieuse ou suspecte. Cette position engendre une forme particulière d'instabilité. Elle rend le compromis politiquement illégitime dans les capitales occidentales, provoquant l'effondrement de la diplomatie, non pas parce qu'un accord serait impossible, mais parce que reconnaître les intérêts de la Russie est perçu comme une faute morale. La guerre de Crimée constitue la première manifestation décisive de cette dynamique. Si la crise immédiate concernait le déclin de l'Empire ottoman et les différends autour des lieux religieux, la question plus profonde était de savoir si la Russie serait autorisée à obtenir une position reconnue dans la sphère mer Noire-Balkan sans être traitée comme un prédateur. Les reconstitutions diplomatiques modernes soulignent que la crise de Crimée différait des précédentes crises d'Orient parce que les habitudes de coopération du concert s'érodaient déjà et que l'opinion britannique avait basculé vers une posture extrêmement anti-russe, réduisant ainsi les possibilités de compromis. Ce qui rend cet épisode si révélateur, c'est qu'une issue négociée était possible. La note de Vienne visait à concilier les préoccupations russes avec la souveraineté ottomane et à préserver la paix. Cependant, elle s'est effondrée dans un climat de méfiance et d'incitation politique à l'escalade. La guerre de Crimée s'ensuivit. Elle n'était pas nécessaire au sens strictement stratégique. Elle est devenue probable parce que le compromis entre la Grande-Bretagne, la France et la Russie était devenu politiquement toxique. Les conséquences furent contre-productives pour l'Europe. Des pertes humaines massives, aucune architecture de sécurité durable et l'enracinement d'un réflexe idéologique qui considérait la Russie comme une exception aux négociations normales entre grandes puissances. En d'autres termes, l'Europe n'a pas atteint la sécurité en rejetant les préoccupations de sécurité de la Russie. Elle a plutôt créé un cycle plus long d'hostilité qui a rendu les crises ultérieures plus difficiles à gérer. La campagne militaire de l'Occident contre le bolchevisme. Ce cycle s'est prolongé jusqu'à la rupture révolutionnaire de 1917. Lorsque le type de régime de la Russie a changé, l'Occident n'est pas passé de la rivalité à la neutralité. Il s'est au contraire orienté vers une intervention active, considérant l'existence d'un État russe souverain échappant à la tutelle occidentale comme intolérable. La révolution bolchevique et la guerre civile qui s'ensuivit engendrèrent un conflit complexe impliquant les Rouges, les Blancs
des mouvements nationalistes et des armées étrangères. Fait crucial, les puissances occidentales ne se contentèrent pas de regarder l'issue des événements. Elles intervinrent militairement en Russie sur d'immenses territoires, le nord de la Russie, les approches de la Baltique, la mer Noire, la Sibérie et l'Extrême-Orient. Sous des justifications qui passèrent rapidement de la logistique de guerre au changement de régime. On peut reconnaître la justification officielle habituelle de l'intervention initiale, la crainte que les fournitures de guerre ne tombent entre les mains de l'Allemagne après le retrait de la Russie de la Première Guerre mondiale et le désir de rouvrir un front oriental. Pourtant, une fois l'Allemagne capitulée en novembre 1918, l'intervention ne cessa pas, elle se transforma. Cette transformation explique pourquoi cet épisode revêt une telle importance. Elle révèle une volonté, même au cœur des ravages de la Première Guerre mondiale, d'employer la force pour façonner l'avenir politique interne de la Russie. Le livre de David Fogelsong, America's Secret War Against Bolshevism, 1995, publié par UNC Press, est toujours considéré comme la référence universitaire sur la politique américaine, illustre parfaitement ce point. Fogelsong présente l'intervention des États-Unis non pas comme un épisode confus et secondaire, mais comme un effort soutenu visant à empêcher le bolchevisme de consolider son pouvoir. Une historiographie narrative récente et de grande qualité a de nouveau attiré l'attention sur cet épisode. Notamment A Nasty Little War, 2024, d'Anna Reid, décrit l'intervention occidentale comme une tentative délibérée, mais mal exécutée, de renverser la révolution bolchevique de 1917. La portée géographique elle-même est révélatrice, car elle contredit les affirmations occidentales ultérieures, selon lesquelles les craintes de la Russie relevaient d'une simple paranoïa. Les forces alliées ont débarqué à Arkhangelsk et à Mourmansk pour opérer dans le nord de la Russie. En Sibérie, elles sont entrées par Vladivostok et le long des corridors ferroviaires. Les forces japonaises se sont déployées à grande échelle en Extrême-Orient. Et dans le sud, des débarquements et des opérations ont eu lieu autour d'Odessa et de Sébastopol. Même un aperçu sommaire des dates et des théâtres de l'intervention, de novembre 1917 au début des années 1920, montre la persistance de la présence étrangère et l'immensité de son étendue. Ce n'était pas non plus simplement un conseil ou une présence symbolique. Les forces occidentales ont fourni, armé et dans certains cas effectivement supervisé les formations blanches. Les puissances intervenantes se sont retrouvées prises dans la laideur morale et politique de la politique blanche, y compris dans des programmes réactionnaires et des atrocités violentes. Cette réalité rend l'épisode particulièrement corrosif pour les récits moraux occidentaux. L'Occident ne s'est pas contenté de s'opposer au bolchevisme. Il l'a souvent fait en s'alliant à des forces dont la brutalité et les objectifs de guerre s'accordaient mal avec les prétentions ultérieures de l'Occident à la légitimité libérale. Du point de vue de Moscou, cette intervention confirmait l'avertissement lancé par Pogodine des décennies plus tôt. L'Europe et les États-Unis étaient prêts à recourir à la force pour décider si la Russie serait autorisée à exister comme puissance autonome. Cet épisode devint un élément fondateur de la mémoire soviétique, renforçant la conviction que les puissances occidentales avaient tenté d'étrangler la révolution dans son berceau. Il montrait que la rhétorique morale occidentale sur la paix et l'ordre pouvait coexister sans difficulté avec des campagnes coercitives lorsque la souveraineté russe était en jeu. L'intervention a également produit une conséquence de second ordre décisive. En s'impliquant dans la guerre civile russe, l'Occident a, sans le vouloir, renforcé la légitimité des bolcheviks sur le plan intérieur. La présence d'armées étrangères et de forces blanches, soutenues par l'étranger, a permis aux bolcheviks d'affirmer qu'ils défendaient l'indépendance de la Russie contre un encerclement impérial. Les récits historiques soulignent constamment à quel point les bolcheviks ont su exploiter la présence alliée à des fins de propagande et de légitimation. En d'autres termes, la tentative de briser le bolchevisme a contribué à consolider le régime, même qu'elle cherchait à détruire.
Cette dynamique révèle le cycle précis de l'histoire. La russophobie s'avère stratégiquement contre-productive pour l'Europe. Elle pousse les puissances occidentales vers des politiques coercitives qui ne résolvent pas le problème, mais l'aggravent. Elle engendre des griefs et des craintes sécuritaires russes que les dirigeants occidentaux futurs rejetteront comme une paranoïa irrationnelle. De plus, elle réduit l'espace diplomatique futur en apprenant à la Russie, quel que soit son régime, que les promesses occidentales de règlement peuvent manquer de sincérité. Au début des années 1920, alors que les forces étrangères se retiraient et que l'État soviétique se consolidait, l'Europe avait déjà fait 2 choix fatidiques qui allaient résonner pendant le siècle suivant. D'abord, elle avait contribué à instaurer une culture politique qui transformait des différends gérables, comme la crise de Crimée, en guerre majeure, en refusant de considérer les intérêts russes comme légitimes. Ensuite, elle avait montré, par l'intervention militaire, une volonté d'utiliser la force non seulement pour contrer l'expansion russe, mais aussi pour façonner la souveraineté et le régime de la Russie. Ces choix n'ont pas stabilisé l'Europe. Ils ont au contraire semé les graines des catastrophes ultérieures. L'effondrement de la sécurité collective entre les 2 guerres, la militarisation permanente de la guerre froide et, après celle-ci, le retour à une logique d'escalade aux frontières. La sécurité collective et le choix contre la Russie. Au milieu des années 1920, l'Europe se trouvait face à une Russie qui avait survécu à toutes les tentatives. Révolution, guerre civile, famine et intervention militaire étrangère directe visant à la détruire. L'État soviétique qui en résulta était pauvre, traumatisé et profondément méfiant, mais aussi indéniablement souverain. À ce moment précis, l'Europe fut confrontée à un choix qui se répéterait à plusieurs reprises. Traiter cette Russie comme un acteur de sécurité légitime dont les intérêts devaient être intégrés à l'ordre européen, ou comme un éternel marginal dont les préoccupations pouvaient être ignorées, différées ou contournées. L'Europe choisit la seconde option, et le coût s'avéra immense. L'héritage des interventions alliées pendant la guerre civile russe a projeté une longue ombre sur toute la diplomatie ultérieure. Du point de vue de Moscou, l'Europe n'avait pas simplement exprimé son désaccord avec l'idéologie bolchevique. Elle avait tenté de décider par la force de l'avenir politique interne de la Russie. Cette expérience fut d'une importance capitale. Elle façonna les présupposés soviétiques concernant les intentions occidentales et engendra un profond scepticisme à l'égard des garanties venues de l'Ouest. Au lieu de reconnaître cette histoire et de rechercher la réconciliation, la diplomatie européenne se comporta souvent comme si la méfiance soviétique était irrationnelle, un schéma qui allait perdurer pendant la guerre froide et au-delà. Tout au long des années 1920, l'Europe a oscillé entre engagement tactique et exclusion stratégique. Des traités comme celui de Rapallo, 1922, ont montré que l'Allemagne, elle-même paria après Versailles, pouvait entretenir des relations pragmatiques avec la Russie soviétique. Pourtant, pour la Grande-Bretagne et la France, l'engagement avec Moscou est resté provisoire et instrumental. L'URSS était tolérée lorsqu'elle servait les intérêts britanniques et français, et mise à l'écart lorsqu'elle ne les servait pas. Aucun effort sérieux n'a été entrepris pour intégrer la Russie dans une architecture de sécurité européenne durable en tant que partenaire égal. Cette ambivalence s'est transformée en quelque chose de bien plus dangereux et autodestructeur dans les années 1930. Alors que la montée de Hitler représentait une menace existentielle pour l'Europe, les principales puissances du continent ont à plusieurs reprises considéré le bolchevisme comme le plus grand danger. Ce n'était pas seulement une question de rhétorique. Cela a façonné des choix politiques concrets. Alliances abandonnées, garanties retardées et dissuasion affaiblie. Il est essentiel de souligner qu'il ne s'agissait pas simplement d'un échec anglo-américain, ni d'une histoire dans laquelle l'Europe aurait été passivement emportée par des courants idéologiques. Les gouvernements européens ont exercé leur propre volonté et ils l'ont fait de manière décisive et désastreuse. La France,
La Grande-Bretagne et la Pologne ont à plusieurs reprises pris des décisions stratégiques qui excluaient l'Union soviétique des dispositifs de sécurité européens, même lorsque la participation soviétique aurait renforcé la dissuasion face à l'Allemagne hitlérienne. Les dirigeants français préféraient un système de garantie bilatérale en Europe de l'Est qui préservait l'influence française tout en évitant une intégration sécuritaire avec Moscou. La Pologne, avec le soutien tacite de Londres et de Paris, refusa les droits de passage aux forces soviétiques, même pour défendre la Tchécoslovaquie, donnant la priorité à sa crainte de la présence soviétique plutôt qu'au danger imminent de l'agression allemande. Ce n'était pas de petites décisions. Elles reflétaient une préférence européenne pour la gestion du révisionnisme hitlérien plutôt que pour l'intégration de la puissance soviétique, et pour le risque d'une expansion nazie plutôt que pour la légitimation de la Russie comme partenaire de sécurité. En ce sens, l'Europe n'a pas simplement échoué à construire une sécurité collective avec la Russie, elle a activement choisi une logique de sécurité alternative qui excluait la Russie et s'est finalement effondrée sous ses propres contradictions. Ici, le travail d'archives de Michael Jabara Carli est décisif. Ces recherches démontrent que l'Union soviétique, en particulier sous la direction du commissaire aux Affaires étrangères Maxime Litvinov, a mené des efforts soutenus, explicites et bien documentés pour construire un système de sécurité collective contre l'Allemagne nazie. Il ne s'agissait pas de gestes vagues. Ces efforts comprenaient des propositions de traités d'assistance mutuelle, une coordination militaire et des garanties explicites pour des États comme la Tchécoslovaquie. Carli montre que l'entrée de l'Union soviétique à la Société des Nations en 1934 s'est accompagnée de véritables tentatives russes pour mettre en œuvre une dissuasion collective et non simplement pour rechercher une légitimité. Cependant, ces efforts se sont heurtés à une hiérarchie idéologique occidentale dans laquelle l'anticommunisme l'emportait sur l'antifascisme. À Londres et à Paris, les élites politiques craignaient qu'une alliance avec Moscou ne légitime le bolchevisme, tant sur le plan intérieur qu'international. Comme le montre Carli, les responsables britanniques et français se sont à plusieurs reprises moins inquiétés des menaces d'Hitler que des conséquences politiques d'une coopération avec l'URSS. L'Union soviétique n'était pas considérée comme un partenaire nécessaire face à une menace commune, mais comme un fardeau dont l'inclusion risquait de contaminer la politique européenne. Cette hiérarchie eut des conséquences stratégiques profondes. La politique d'apaisement envers l'Allemagne ne relevait pas simplement d'une mauvaise lecture de Hitler, elle découlait d'une vision du monde qui considérait le révisionnisme nazi comme potentiellement gérable, tout en percevant la puissance soviétique comme intrinsèquement subversive. Le refus de la Pologne d'accorder aux troupes soviétiques le droit de passage pour défendre la Tchécoslovaquie, refus maintenu avec le soutien tacite des puissances occidentales, en est emblématique. Les États européens préféraient courir le risque d'une agression allemande plutôt que d'accepter la certitude d'une implication soviétique, même lorsque cette implication était explicitement défensive. L'aboutissement de cet échec eut lieu en 1939. Les négociations anglo-françaises avec l'Union soviétique à Moscou ne furent pas sabotées par la duplicité soviétique, contrairement à la mythologie apparue plus tard. Elles échouèrent parce que la Grande-Bretagne et la France refusaient de prendre des engagements contraignants ou de reconnaître l'URSS comme un partenaire militaire à part entière. La reconstitution de Carli montre que les délégations occidentales à Moscou arrivèrent sans mandat de négociation, sans urgence et sans soutien politique pour conclure une véritable alliance. Lorsque les Soviétiques posèrent à plusieurs reprises la question essentielle à toute alliance, « Êtes-vous prêt à agir ?» La réponse en pratique fut non. Le pacte Molotov-Ribbentrop qui suivit a depuis été utilisé comme justification rétroactive de la méfiance occidentale. Le travail de Carli renverse cette logique. Le pacte ne fut pas la cause de l'échec de l'Europe, il en fut la conséquence. Il est né après des années de refus de l'Occident de construire une sécurité collective avec la Russie.
Ce fut une décision brutale, cynique et tragique, mais prise dans un contexte où la Grande-Bretagne, la France et la Pologne avaient déjà rejeté la paix avec la Russie sous la seule forme qui aurait pu arrêter Hitler. Le résultat fut catastrophique. L'Europe en a payé le prix, non seulement en sang et en destruction, mais aussi par la perte de sa capacité d'action. La guerre que l'Europe n'a pas su empêcher a détruit sa puissance, épuisé ses sociétés et réduit le continent au principal champ de bataille de la rivalité entre superpuissances. Une fois encore, refuser la paix avec la Russie n'a pas apporté la sécurité. Cela a engendré une guerre bien plus terrible, dans des conditions bien plus défavorables. On aurait pu s'attendre à ce que l'ampleur même de cette catastrophe oblige l'Europe à repenser son approche de la Russie après 1945. Il n'en fut rien. De Dame à l'OTAN, l'architecture de l'exclusion. Les années qui ont suivi immédiatement la guerre furent marquées par une transition rapide de l'alliance à la confrontation. Avant même la reddition de l'Allemagne, Churchill avait, de manière stupéfiante, ordonné aux planificateurs militaires britanniques d'envisager un conflit immédiat avec l'Union soviétique. L'opération impensable, rédigée en 1945, prévoyait d'utiliser la puissance anglo-américaine et même des unités allemandes réarmées pour imposer la volonté de l'Occident à la Russie en 1945 ou peu après. Bien que le plan ait été jugé militairement irréaliste et finalement abandonné, son existence même révèle à quel point l'idée selon laquelle la puissance russe était illégitime et devait être contenue, au besoin par la force, s'était profondément enracinée. La diplomatie occidentale avec l'Union soviétique a également échoué. L'Europe aurait dû reconnaître que l'Union soviétique avait supporté l'essentiel de la défaite d'Hitler, subissant 27 millions de pertes, et que les préoccupations de sécurité de la Russie concernant le réarmement de l'Allemagne étaient tout à fait réelles. L'Europe aurait dû tirer la leçon qu'une paix durable exigeait la prise en compte explicite des préoccupations fondamentales de sécurité de la Russie, avant tout la prévention d'une Allemagne remilitarisée qui pourrait à nouveau menacer les plaines orientales de l'Europe. En termes diplomatiques formels, cette leçon fut d'abord acceptée. À Yalta, et plus décisivement à Potsdam durant l'été 1945, les Alliés victorieux parvinrent à un consensus clair sur les principes fondamentaux régissant l'Allemagne d'après-guerre. Démilitarisation, dénazification, démocratisation, décartélisation et réparation. L'Allemagne devait être traitée comme une unité économique unique, ses forces armées devaient être démantelées, et son orientation politique future devait être déterminée sans réarmement ni engagement d'alliance. Pour l'Union soviétique, ces principes n'étaient pas abstraits, ils étaient existentiels. 2 fois en 30 ans, l'Allemagne avait envahi la Russie, infligeant une dévastation sans équivalent dans l'histoire européenne. Les pertes soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale ont donné à Moscou une vision de la sécurité qu'on ne peut comprendre sans reconnaître ce traumatisme. La neutralité et la démilitarisation permanente de l'Allemagne n'étaient pas des monnaies d'échange. Elles constituaient les conditions minimales d'un ordre d'après-guerre stable du point de vue soviétique. Lors de la conférence de Potsdam en juillet 1945, ces préoccupations furent officiellement reconnues. Les Alliés convinrent que l'Allemagne ne serait pas autorisée à reconstituer sa puissance militaire. Le langage de la conférence était explicite. L'Allemagne devait être empêchée de menacer à nouveau ses voisins ou la paix du monde. L'Union soviétique accepta la division temporaire de l'Allemagne en zone d'occupation, précisément parce que cette division était présentée comme une nécessité administrative et non comme un règlement géopolitique permanent. Pourtant, presque immédiatement, les puissances occidentales commencèrent à réinterpréter, puis à démanteler discrètement ces engagements. Ce changement s'expliquait par l'évolution des priorités stratégiques des États-Unis et du Royaume-Uni. Comme le montre Melvin Leffler dans A Preponderance of Power 1992, les planificateurs américains en vinrent rapidement à considérer la reprise économique de l'Allemagne et son alignement politique avec l'Ouest
comme plus important que le maintien d'une Allemagne démilitarisée acceptable pour Moscou. L'Union soviétique, autrefois un allié indispensable, fut requalifiée en adversaire potentiel dont il fallait contenir l'influence en Europe. Cette réorientation a précédé toute crise militaire formelle de la guerre froide. Bien avant le blocus de Berlin, la politique occidentale avait commencé à consolider les zones occidentales sur les plans économiques et politiques. La création de la bizone en 1947, suivie de la trizone, contredisait directement le principe de Potsdam, selon lequel l'Allemagne devait être traitée comme une unité économique unique. L'introduction d'une monnaie distincte dans les zones occidentales en 1948 n'était pas un simple ajustement technique. C'était un acte politique décisif qui rendait la division de l'Allemagne pratiquement irréversible. Du point de vue de Moscou, ces mesures constituaient des révisions unilatérales du règlement d'après-guerre. La réponse soviétique, le blocus de Berlin, a souvent été présentée comme le premier acte d'agression de la guerre froide. Pourtant, replacée dans son contexte, elle apparaît moins comme une tentative de s'emparer de Berlin-Ouest que comme un effort coercitif visant à rétablir la gouvernance quadripartite et à empêcher la consolidation d'un État ouest-allemand séparé. Quelle que soit l'appréciation portée sur la sagesse du blocus, sa logique reposait sur la crainte que le cadre de Potsdam ne soit démantelé par l'Ouest sans négociation. Si le pont aérien a permis de résoudre la crise immédiate, il n'a pas traité la question de fond, l'abandon d'une Allemagne unifiée et démilitarisée. La rupture décisive survint avec le déclenchement de la guerre de Corée en 1950. À Washington, le conflit fut interprété non pas comme une guerre régionale aux causes spécifiques, mais comme la preuve d'une offensive communiste mondiale et monolithique. Cette interprétation réductrice eut des conséquences profondes pour l'Europe. Elle offrit une justification politique solide au réarmement de l'Allemagne de l'Ouest. Une mesure qui avait été explicitement exclue quelques années plus tôt. La logique était désormais formulée en termes clairs. Sans la participation militaire allemande, l'Europe occidentale ne pouvait pas être défendue. Ce moment fut un tournant. La remilitarisation de l'Allemagne de l'Ouest ne fut pas imposée par une action soviétique en Europe, ce fut un choix stratégique des États-Unis et de leurs alliés en réponse à un cadre de guerre froide mondialisé que les États-Unis avaient eux-mêmes construit. La Grande-Bretagne et la France, malgré leurs profondes inquiétudes historiques à propos de la puissance allemande, cédèrent sous la pression américaine. Lorsque le projet de communauté européenne de défense, un moyen de contrôler le réarmement allemand, s'effondra, la solution adoptée fut encore plus lourde de conséquences. L'adhésion de l'Allemagne de l'Ouest à l'OTAN en 1955. Du point de vue soviétique, cela représentait l'effondrement définitif du règlement de Potsdam. L'Allemagne n'était plus neutre, elle n'était plus démilitarisée. Elle faisait désormais partie d'une alliance militaire explicitement dirigée contre l'URSS. C'était précisément le résultat que les dirigeants soviétiques avaient cherché à éviter depuis 1945 et que l'accord de Potsdam avait été conçu pour prévenir. Il est essentiel de souligner la chronologie, car elle est souvent mal comprise ou inversée. La division et la remilitarisation de l'Allemagne n'ont pas été le résultat des actions russes. Au moment où Staline a formulé en 1952 son offre de réunification de l'Allemagne sur la base de la neutralité, les puissances occidentales avaient déjà engagé l'Allemagne sur la voie de l'intégration à une alliance et du réarmement. La note de Staline n'était pas une tentative de faire dérailler une Allemagne neutre. C'était une démarche sérieuse, documentée et finalement rejetée, visant à inverser un processus déjà en cours. Vu sous cet angle, le règlement du début de la guerre froide n'apparaît pas comme une réponse inévitable à l'intransigeance soviétique, mais comme un autre exemple où l'Europe et les États-Unis ont choisi de subordonner les préoccupations de sécurité russes à l'architecture de l'alliance de l'OTAN. La neutralité de l'Allemagne n'a pas été rejetée parce qu'elle était irréalisable. Elle l'a été parce qu'elle entrait en conflit avec une vision stratégique occidentale qui privilégiait la cohésion du bloc
et le leadership américain plutôt qu'un ordre de sécurité européen inclusif. Les coûts de ce choix furent immenses et durables. La division de l'Allemagne devint la ligne de fracture centrale de la guerre froide. L'Europe fut durablement militarisée et des armes nucléaires furent déployées sur tout le continent. La sécurité européenne fut externalisée à Washington avec toute la dépendance et la perte d'autonomie stratégique que cela impliquait. De plus, la conviction soviétique que l'Occident réinterpréterait les accords quand ça l'arrangeait fut une fois de plus renforcée. Ce contexte est indispensable pour comprendre la note de Staline de 1952. Ce n'était pas un coup de tonnerre, ni une manœuvre cynique détachée de l'histoire précédente. C'était une réponse urgente à un règlement d'après-guerre déjà rompu, une autre tentative, comme tant d'autres avant et après, de garantir la paix par la neutralité, pour voir cette offre rejetée par l'Occident. 1952, la réunification allemande. Il vaut la peine d'examiner la note de Staline plus en détail. L'appel de Staline à une Allemagne réunifiée et neutre n'était ni ambigu, ni hésitant, ni insincère. Comme Rolf Steininger l'a démontré de manière concluante dans son ouvrage The German Question, The Stalin Note of 1952 and the Problem of Reunification, 90, Staline proposait la réunification de l'Allemagne sous des conditions de neutralité permanente, d'élections libres, de retrait des forces d'occupation et d'un traité de paix garanti par les grandes puissances. Ce n'était pas un geste de propagande. C'était une offre stratégique fondée sur une véritable crainte soviétique, du réarmement allemand et de l'expansion de l'OTAN. Les recherches archivistiques de Steininger portent un coup sévère au récit occidental traditionnel. Particulièrement décisive est la note secrète de 1955, rédigée par Sir Yvonne Kirkpatrick, dans laquelle il rapporte l'aveu de l'ambassadeur d'Allemagne selon lequel le chancelier Adenauer savait que la note de Staline était authentique. Adenauer l'a rejetée malgré tout. Il ne craignait pas la mauvaise foi soviétique, mais la démocratie allemande. Il redoutait qu'un futur gouvernement allemand puisse choisir la neutralité et la réconciliation avec Moscou, compromettant ainsi l'intégration de l'Allemagne de l'Ouest dans le bloc occidental. En essence, la paix et la réunification ont été rejetées par l'Occident non pas parce qu'elles étaient impossibles, mais parce qu'elles étaient politiquement gênantes pour le système d'alliance occidentale. Comme la neutralité menaçait l'architecture naissante de l'OTAN, elle devait être écartée comme un piège. Les élites européennes n'ont pas simplement été contraintes à s'aligner sur l'Atlantique, elles ont activement adopté cette orientation. Le refus du chancelier Adenauer de la neutralité allemande n'était pas un simple acte de déférence envers Washington, mais reflétait un consensus plus large parmi les élites d'Europe occidentale qui préféraient la tutelle américaine à l'autonomie stratégique et à une Europe unifiée. La neutralité menaçait non seulement l'architecture de l'OTAN, mais aussi l'ordre politique d'après-guerre dans lequel ces élites tiraient leur sécurité, leur légitimité et leur reconstruction économique du leadership américain. Une Allemagne neutre aurait obligé les États européens à négocier directement avec Moscou en tant qu'égaux, plutôt que d'évoluer dans un cadre dirigé par les États-Unis qui les protégeait de ce type d'engagement. En ce sens, le rejet de la neutralité par l'Europe fut aussi un rejet de la responsabilité. L'atlantisme offrait la sécurité sans les charges de la coexistence diplomatique avec la Russie, au prix toutefois de la division permanente de l'Europe et de la militarisation du continent. En mars 1954, l'Union soviétique a demandé à adhérer à l'OTAN, soutenant que l'Alliance deviendrait ainsi une institution de sécurité collective européenne. Les États-Unis et leurs alliés ont immédiatement rejeté cette demande, estimant qu'elle affaiblirait l'Alliance et empêcherait l'adhésion de l'Allemagne à l'OTAN. Les États-Unis et leurs alliés, y compris l'Allemagne de l'Ouest elle-même, ont de nouveau rejeté l'idée d'une Allemagne neutre et démilitarisée, ainsi que celle d'un système de sécurité européen fondé sur la sécurité collective, plutôt que sur des blocs militaires. Le traité d'État autrichien de 1955 a mis en lumière le cynisme de cette logique.
L'Autriche a accepté la neutralité, les troupes soviétiques se sont retirées et le pays est devenu stable et prospère. Les dominos géopolitiques annoncés ne sont pas tombés. Le modèle autrichien montre que ce qui a été accompli là aurait pu l'être en Allemagne, mettant potentiellement fin à la guerre froide plusieurs décennies plus tôt. La différence entre l'Autriche et l'Allemagne ne tenait pas à la faisabilité, mais à la préférence stratégique. L'Europe a accepté la neutralité en Autriche, où elle ne menaçait pas l'ordre hégémonique dirigé par les États-Unis, mais l'a rejeté en Allemagne, où elle le faisait. Les conséquences de ces décisions furent immenses et durables. L'Allemagne resta divisée pendant près de 4 décennies. Le continent fut militarisé le long d'une ligne de fracture traversant son centre, et des armes nucléaires furent déployées sur le sol européen. La sécurité européenne devint dépendante de la puissance et des priorités stratégiques américaines, faisant du continent, une fois encore, un empire au principation de grande puissance. En 1955, le schéma était solidement établi. L'Europe n'accepterait la paix avec la Russie que lorsqu'elle s'intégrerait parfaitement à l'architecture stratégique occidentale dirigée par les États-Unis. Lorsque la paix exigeait une véritable prise en compte des intérêts de sécurité russes, neutralité de l'Allemagne, non-alignement, démilitarisation ou garantie partagée, elle était systématiquement rejetée. Les conséquences de ce refus allaient se déployer au cours des décennies suivantes. Le refus des préoccupations sécuritaires russes depuis 30 ans. S'il y a jamais eu un moment où l'Europe aurait pu rompre de manière décisive avec sa longue tradition de refus de la paix avec la Russie, c'était à la fin de la guerre froide. Contrairement à 1815, 1919 ou 1945, ce n'était pas un moment imposé uniquement par une défaite militaire. C'était un moment façonné par un choix. L'Union soviétique ne s'est pas effondrée sous un déluge de tirs d'artillerie. Elle s'est retirée et a procédé à un désarmement unilatéral. Sous Mikhaïl Gorbatchev, l'Union soviétique a renoncé à la force comme principe organisateur de l'ordre européen. L'Union soviétique, puis la Russie sous Boris Eltsine, ont accepté la perte du contrôle militaire sur l'Europe centrale et orientale et ont proposé un nouveau cadre de sécurité fondé sur l'inclusion plutôt que sur des blocs rivaux. Ce qui a suivi n'a pas été un manque d'imagination russe, mais un échec de l'Europe et du système atlantique dirigé par les États-Unis à prendre cette offre au sérieux. Le concept de Mikhaïl Gorbatchev d'une maison européenne commune n'était pas une simple figure de rhétorique. C'était une doctrine stratégique fondée sur la reconnaissance du fait que les armes nucléaires avaient rendu la politique traditionnelle d'équilibre des puissances suicidaires. Gorbatchev imaginait une Europe où la sécurité serait indivisible, où aucun État n'accroîtrait sa sécurité au détriment d'un autre, et où les structures d'alliance de la guerre froide céderaient progressivement la place à un cadre pan-européen. Son discours de 1989 devant le Conseil de l'Europe à Strasbourg rendait cette vision explicite, en insistant sur la coopération, les garanties de sécurité mutuelle et l'abandon de la force comme instrument politique. La Charte de Paris pour une nouvelle Europe, signée en novembre 1990, a codifié ces principes, engageant l'Europe sur la voie de la démocratie, des droits de l'homme et d'une nouvelle ère de sécurité coopérative. À ce stade, l'Europe faisait face à un choix fondamental. Elle pouvait prendre ses engagements au sérieux et construire une architecture de sécurité centrée sur l'OSCE, dans laquelle la Russie serait un participant à part entière, un garant de la paix plutôt qu'un objet de confinement. Ou bien elle pouvait préserver la hiérarchie institutionnelle de la guerre froide tout en adoptant, dans le discours, les idéaux de l'après-guerre froide. L'Europe L'OTAN ne s'est ni dissoute, ni transformée en forum politique, ni subordonnée à une institution de sécurité pan-européenne. Au contraire, elle s'est élargie. Le raisonnement avancé publiquement était défensif. L'élargissement de l'OTAN devait stabiliser l'Europe de l'Est, consolider la démocratie et prévenir un vide sécuritaire. Pourtant, cette explication ignorait un fait crucial que la Russie a maintes fois exprimé et que les responsables occidentaux reconnaissaient en privé.
L'expansion de l'OTAN touchait directement aux préoccupations fondamentales de la Russie en matière de sécurité, non pas de manière abstraite, mais sur les plans géographiques, historiques et psychologiques. La controverse autour des assurances données par les États-Unis et l'Allemagne lors des négociations sur la réunification allemande illustre un problème plus profond. Les dirigeants occidentaux ont ensuite affirmé qu'aucune promesse juridiquement contraignante n'avait été faite concernant l'expansion de l'OTAN, puisqu'aucun accord n'avait été formalisé par écrit. Cependant, la diplomatie ne repose pas seulement sur des traités signés, mais aussi sur des attentes, des compréhensions et la bonne foi. Des documents déclassifiés et des témoignages contemporains confirment que les dirigeants soviétiques ont été à plusieurs reprises assurés que l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'Est au-delà de l'Allemagne. Ces assurances ont façonné l'acquiescement soviétique à la réunification allemande, une concession d'une importance stratégique immense. Lorsque l'OTAN s'est élargie malgré tout, d'abord à l'instigation des États-Unis, la Russie n'a pas perçu cela comme un simple ajustement juridique, mais comme une profonde trahison du compromis qui avait rendu possible la réunification allemande. Au fil du temps, les gouvernements européens ont de plus en plus intégré l'élargissement de l'OTAN comme un projet européen et non simplement américain. La réunification de l'Allemagne au sein de l'OTAN est devenue le modèle plutôt que l'exception. L'élargissement de l'Union européenne et celui de l'OTAN ont avancé de concert, se renforçant mutuellement et écartant d'autres dispositifs de sécurité tels que la neutralité ou le non-alignement. Même l'Allemagne, avec sa tradition d'ostpolitik et ses liens économiques croissants avec la Russie, a progressivement subordonné ses politiques d'accommodement à la logique de l'alliance. Les dirigeants européens ont présenté l'élargissement comme un impératif moral plutôt qu'un choix stratégique, le mettant ainsi à l'abri des critiques et rendant les objections russes illégitimes. Ce faisant, l'Europe a renoncé à une grande partie de sa capacité à agir comme acteur de sécurité indépendant, liant toujours plus étroitement son destin à une stratégie atlantique privilégiant l'expansion à la stabilité. C'est ici que l'échec de l'Europe devient le plus flagrant. Plutôt que de reconnaître que l'élargissement de l'OTAN contredisait la logique de sécurité indivisible énoncée dans la Charte de Paris, les dirigeants européens ont considéré les objections russes comme illégitimes, des vestiges de nostalgie impériale plutôt que l'expression d'une véritable inquiétude sécuritaire. La Russie était invitée à consulter, mais non à décider. L'acte fondateur OTAN-Russie de 1987 a institutionnalisé cette asymétrie, un dialogue sans droit de veto russe, un partenariat sans parité russe. L'architecture de la sécurité européenne se construisait autour de la Russie, et malgré la Russie, non avec la Russie. L'avertissement de George Kennan en 1987, selon lequel l'élargissement de l'OTAN serait une erreur fatale, a saisi le risque stratégique avec une clarté remarquable. Kennan ne soutenait pas que la Russie était vertueuse. Il affirmait que l'humiliation et la marginalisation d'une grande puissance au moment de sa faiblesse engendreraient du ressentiment, du revanchisme et une militarisation accrue. Son avertissement fut rejeté comme un réalisme dépassé, mais l'histoire ultérieure a confirmé sa logique presque point par point. Le fondement idéologique de ce rejet se trouve explicitement dans les écrits de Zbigniew Brzezinski, dans The Grand Chessboard, 1987, et dans son essai publié dans Foreign Affairs, A Geostrategy for Eurasia, 1987. Brzezinski a formulé une vision de la primauté américaine fondée sur le contrôle de l'Eurasie. Il soutenait que l'Eurasie était le supercontinent axial et que la domination mondiale des États-Unis dépendait de la prévention de l'émergence de toute puissance capable de la dominer. Dans ce cadre, l'Ukraine n'était pas simplement un État souverain suivant sa propre trajectoire, elle constituait un pivot géopolitique. Sans l'Ukraine, écrivait Brzezinski de manière célèbre, la Russie cesse d'être un empire. Ce n'était pas une remarque académique, mais une déclaration programmatique de la grande stratégie impériale des États-Unis. Dans une telle vision du monde,
Les préoccupations de sécurité de la Russie ne sont pas des intérêts légitimes à prendre en compte au nom de la paix. Elles sont des obstacles à surmonter au nom de la primauté américaine. L'Europe, profondément intégrée dans le système atlantique et dépendante des garanties de sécurité américaines, a intériorisé cette logique, souvent sans en reconnaître pleinement les implications. Le résultat fut une politique de sécurité européenne qui a constamment privilégié l'élargissement de l'alliance au détriment de la stabilité et la posture morale au détriment d'un règlement durable. Les conséquences sont devenues indéniables en 2008. Lors du sommet de l'OTAN à Bucarest, l'Alliance a déclaré que l'Ukraine et la Géorgie deviendront membres de l'OTAN. Cette déclaration n'était pas accompagnée d'un calendrier précis, mais sa signification politique était sans équivoque. Elle franchissait ce que les responsables russes de tout l'éventail politique décrivaient depuis longtemps comme une ligne rouge. Le fait que cela ait été compris à l'avance ne fait aucun doute. William Burns, alors ambassadeur des États-Unis à Moscou, a rapporté dans un télégramme intitulé « Niet mi niet » que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN était perçue en Russie comme une menace existentielle, unissant libéraux, nationalistes et partisans de la ligne dure. L'avertissement était explicite. Il a été ignoré. Du point de vue de la Russie, le schéma était désormais indéniable. L'Europe et les États-Unis invoquaient le langage des règles et de la souveraineté lorsque cela les arrangeait, mais rejetaient les préoccupations fondamentales de sécurité de la Russie comme illégitimes. La leçon que la Russie en tira était la même que celle qu'elle avait tirée après la guerre de Crimée. Après les interventions alliées, après l'échec de la sécurité collective et après le rejet de la note de Staline, la paix ne serait offerte qu'à des conditions préservant la domination stratégique de l'Occident. La crise qui a éclaté en Ukraine en 2014 n'était donc pas une aberration, mais un aboutissement. Le soulèvement du Maïdan, l'effondrement du gouvernement Yanukovych, l'annexion de la Crimée par la Russie et la guerre dans le Donbass se sont déroulés dans une architecture de sécurité déjà poussée à son point de rupture. Les États-Unis ont activement encouragé le coup d'État qui a renversé Yanukovych, allant jusqu'à manœuvrer en coulisses sur la composition du nouveau gouvernement. Lorsque la région du Donbass s'est soulevée contre le coup du Maïdan, l'Europe a réagi par des sanctions et des condamnations diplomatiques, présentant le conflit comme une simple pièce morale. Pourtant, même à ce stade, un règlement négocié restait possible. Les accords de Minsk, en particulier Minsk II en 2015, offraient un cadre pour la désescalade du conflit, l'autonomie du Donbass et la réintégration de l'Ukraine et de la Russie dans l'économie européenne élargie. Minsk II représentait une reconnaissance, quoique réticente, que la paix exigeait des compromis et que la stabilité de l'Ukraine dépendait de la prise en compte à la fois de ses divisions internes et de ses préoccupations de sécurité externe. Ce qui a finalement détruit Minsk II, c'est la résistance occidentale. Lorsque les dirigeants occidentaux ont ensuite suggéré que Minsk II avait surtout servi à gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se renforcer militairement, les conséquences stratégiques ont été graves. Du point de vue de Moscou, cela a confirmé la suspicion selon laquelle la diplomatie occidentale était cynique et instrumentale plutôt que sincère, que les accords n'étaient pas destinés à être appliqués, mais seulement à gérer l'apparence des choses. En 2021, l'architecture de sécurité européenne était devenue intenable. La Russie présenta des projets de propositions appelant à des négociations sur l'élargissement de l'OTAN, le déploiement de missiles et les exercices militaires, précisément les questions dont elle avait mis en garde depuis des décennies. Ces propositions furent rejetées d'emblée par les États-Unis et l'OTAN. L'élargissement de l'OTAN fut déclaré non négociable. Une fois de plus, l'Europe et les États-Unis refusèrent de considérer les préoccupations fondamentales de la Russie en matière de sécurité comme des sujets légitimes de négociation. La guerre s'ensuivit. Lorsque les forces russes sont entrées en Ukraine en février 2022, l'Europe a qualifié l'invasion de non provoquée. Bien que cette description absurde puisse servir un récit de propagande,
elle obscurcit totalement l'histoire. L'action russe n'est nullement sortie du néant. Elle est née d'un ordre de sécurité qui avait systématiquement refusé de prendre en compte les préoccupations de la Russie et d'un processus diplomatique qui avait exclu toute négociation sur les questions les plus importantes pour elle. Même à ce moment-là, la paix n'était pas impossible. En mars et avril 2022, la Russie et l'Ukraine ont engagé des négociations à Istanbul qui ont abouti à un projet de cadre détaillé. L'Ukraine a proposé une neutralité permanente assortie de garanties de sécurité internationale. La Russie en a accepté le principe. Le cadre abordait les limitations des forces, les garanties et un processus plus long pour les questions territoriales. Ce n'étaient pas des documents fantaisistes. C'étaient des projets sérieux reflétant les réalités du champ de bataille et les contraintes structurelles de la géographie. Pourtant, les pourparlers d'Istanbul se sont effondrés lorsque les États-Unis et le Royaume-Uni sont intervenus et ont dit à l'Ukraine de ne pas signer. Comme Boris Johnson l'a ensuite expliqué, rien de moins que l'hégémonie occidentale n'était en jeu. L'échec du processus d'Istanbul démontre concrètement que la paix en Ukraine était possible peu après le début de l'opération militaire spéciale de la Russie. L'accord avait été rédigé et presque finalisé, de septembre carboné à la demande des États-Unis et du Royaume-Uni. En 2025, l'ironie tragique devint évidente. Le même cadre d'Istanbul réapparut comme point de référence dans de nouveaux efforts diplomatiques. Après d'immenses effusions de sang, la diplomatie revint à un compromis plausible. C'est un schéma familier dans les guerres marquées par les dilemmes de sécurité. Les accords précoces, rejetés comme prématurés, réapparaissent plus tard comme des nécessités tragiques. Et pourtant, même aujourd'hui, l'Europe résiste à une paix négociée. Pour l'Europe, les coûts de ce long refus de prendre au sérieux les préoccupations de sécurité de la Russie sont désormais inévitables et considérables. L'Europe a subi de lourdes pertes économiques dues aux perturbations énergétiques et aux pressions de désindustrialisation. Elle s'est engagée dans un réarmement à long terme aux conséquences budgétaires, sociales et politiques profondes. La cohésion politique au sein des sociétés européennes est gravement mise à mal sous l'effet de l'inflation, des pressions migratoires, de la lassitude face à la guerre et des divergences de points de vue entre les gouvernements européens. L'autonomie stratégique de l'Europe s'est affaiblie, car elle redevient le principal théâtre de la confrontation entre grandes puissances, plutôt qu'un pôle indépendant. Peut-être de façon plus dangereuse encore, le risque nucléaire est revenu au centre des calculs de sécurité européens. Pour la première fois depuis la guerre froide, les populations européennes vivent de nouveau sous l'ombre d'une possible escalade entre puissances dotées de l'arme nucléaire. Ce n'est pas seulement le résultat d'un échec moral, c'est le résultat du refus structurel de l'Occident qui remonte à l'époque de Pogodine, de reconnaître que la paix en Europe ne peut pas être construite en niant les préoccupations de sécurité de la Russie. La paix ne peut être construite qu'en les négociant. La tragédie du refus de l'Europe de reconnaître les préoccupations de sécurité de la Russie est qu'il devient auto-entretenu. Lorsque les inquiétudes russes en matière de sécurité sont rejetées comme illégitimes, les dirigeants russes ont moins d'incitation à poursuivre la voie diplomatique et davantage d'incitation à modifier les faits sur le terrain. Les responsables politiques européens interprètent alors ces actions comme la confirmation de leurs soupçons initiaux, plutôt que comme le résultat parfaitement prévisible d'un dilemme de sécurité qu'ils ont eux-mêmes créé puis nié. Avec le temps, cette dynamique rétrécit l'espace diplomatique jusqu'à ce que la guerre apparaisse à beaucoup non comme un choix, mais comme une fatalité. Pourtant, cette fatalité est fabriquée. Elle ne découle pas d'une hostilité immuable, mais du refus persistant de l'Europe de reconnaître qu'une paix durable exige de considérer les peurs de l'autre camp comme réelles, même lorsque ces peurs sont dérangeantes. La tragédie, c'est que l'Europe a payé à plusieurs reprises le prix fort pour ce refus. Elle l'a payé pendant la guerre de Crimée, et ses conséquences, dans les catastrophes de la première moitié du XXe siècle,
et durant des décennies de division pendant la guerre froide. Et elle paie encore aujourd'hui. La russophobie n'a pas rendu l'Europe plus sûre. Elle l'a rendue plus pauvre, plus divisée, plus militarisée et plus dépendante des puissances extérieures. L'ironie supplémentaire, c'est que bien que cette russophobie structurelle n'ait pas affaibli la Russie à long terme, elle a affaibli l'Europe à plusieurs reprises. En refusant de traiter la Russie comme un acteur de sécurité normale, l'Europe a contribué à engendrer l'instabilité même qu'elle redoute, tout en supportant des coûts croissants en vies humaines, en ressources, en autonomie et en cohésion. Chaque cycle se termine de la même manière. Par une reconnaissance tardive que la paix exige la négociation, une fois d'immenses dégâts déjà causés. La leçon que l'Europe n'a pas encore assimilée, c'est que reconnaître les préoccupations sécuritaires de la Russie n'est pas une concession à la puissance, mais une condition préalable pour en prévenir les usages destructeurs. La leçon, écrite dans le sang au fil de 2 siècles, n'est pas que la Russie ou tout autre pays doit être digne de confiance en toutes circonstances. C'est que la Russie et ses intérêts en matière de sécurité doivent être pris au sérieux. L'Europe a rejeté à plusieurs reprises la paix avec la Russie, non pas parce qu'elle était impossible, mais parce que reconnaître les préoccupations sécuritaires de la Russie a été considéré à tort comme illégitime. Tant que l'Europe ne se débarrassera pas de ce réflexe, elle restera prisonnière d'un cycle de confrontation autodestructrice, refusant la paix lorsqu'elle est possible et en supportant les conséquences longtemps après.